Bonjour à toutes et à tous. On le voit petit à petit, mine de rien, avec les évolutions de l'IA, peut-être encore plus maintenant qu'à une certaine époque, mais on utilise tous plus ou moins les mêmes IA. Donc, c'est pas comme ça qu'on va faire la différence, mais l'enjeu pour sortir du lot, ce qui devient en tout cas l'enjeu à nos yeux, puis c'est pour ça qu'on a prévu le sujet d'aujourd'hui, c'est la qualité de la donnée qu'on est capable de lui fournir, comment on va l'alimenter pour venir dans les différents process à apporter de la qualité et puis jouer du coup sur ce qu'on est capable d'en sortir aussi. Donc pour parler de ce sujet-là et voir comment est-ce qu'on peut organiser cette base de connaissances justement, bah, du coup c'est Myriam Gabriel qui est Head of Content part-time qui est venue nous présenter ce sujet-là. Bonjour Myriam. Bonjour, ravie de parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ouais, très cool. Bah écoute, c'est gros sujet d'actualité de toute façon un peu pour tout le monde. Donc c'est chouette que tu aies pu réagir au pied levé en plus pour la session d'aujourd'hui. Donc merci à toi. Est-ce que tu peux peut-être juste en introduction te représenter rapidement, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc moi, c'est Myriam Gabriel Pro-Poilvé. Donc ça fait deux prénoms, deux noms. Donc ça fait un peu beaucoup au quotidien. Myriam, ça suffit. Moi, je suis freelance, consultante en stratégie de contenu et donc directrice de contenu à temps partagé. Fractional Head of Content en anglais. Et en ce moment, par exemple, je commence une mission chez Agora Pulse auprès de Selma Chauvin, Seulement, ouais. qui est bien connue de la communauté Café du Market. Et avant ça, dans ma trajectoire de carrière, moi, j'ai alterné à plusieurs reprises. Je suis passée de l'un à l'autre, des rôles de consultante en stratégie pure et puis des rôles plutôt de directrice de contenu. Et puis, pour saupoudrer le tout, on va dire que je suis aussi illustratrice professionnelle à mes heures et un peu beaucoup geek nerd. Je sais pas quel est le bon mot, mais quelque chose comme ça. Et maintenant, ça va, c'est devenu à la mode de dire nerd et geek, ça passe mieux. C'est moins péjoratif qu'à une époque. Non, mais et d'ailleurs, illustratrice, c'est vrai que c'est un aspect, c'est marrant, mais c'est ce qu'on peut voir du coup sur ton LinkedIn un petit peu de temps en temps. C'est toi qui croques Oui, c'est ça, les parfois ça dessins. ressort. Très cool. C'est très sympa. Bon, c'est un aspect différent, différent du métier, mais un métier différent, on va dire en tout cas. Mais en tout cas, ça apporte en tout cas une touche qui est sympa, quoi. Ouais, je vous invite à aller voir sous à l'occasion si vous voulez. Parce qu'effectivement, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, même si j'adorerais qu'on en parle, mais donc, je le disais un petit peu en introduction, mais c'est vrai qu'on le voit pour ce qui est des IA qu'on peut utiliser, bon, à la fois dans la production de contenu, mais même pour tout type de mission maintenant. Les usages peut-être se sont resserrés autour, on parle beaucoup de Claude, même si effectivement on peut encore faire des trucs très sympas avec le GPT, mais en tout cas, on utilise tous un petit peu les mêmes outils. Et donc, l'information qu'on est capable de lui donner en entrée va avoir un impact réel sur ce qu'on est capable de faire en sortie. Finalement, c'est plutôt là-dessus qu'on va se différencier. Est-ce que tu peux juste, peut-être en introduction, nous redonner un peu de contexte sur la problématique et pourquoi est-ce qu'on parle de sujet de base de connaissances aujourd'hui? Oui, bah écoute, comme tu as commencé à le dire, on a tous expérimenté que si on donne un prompt un peu bof à un LLM, il sortira quelque chose d'un peu bof, et que si on lui donne pas trop de détails ou si on lui parle pas trop de ce qui fait la spécificité de notre entreprise ou de ce qu'on cherche, et ben on va avoir un résultat générique dans le meilleur des cas et très moyen. Donc ben voilà, on appelle ça les high slope ou la bouillie IA, ou il y en a beaucoup, beaucoup qui est produit. C'est devenu tellement facile juste d'appuyer un bouton et puis voilà. Et comme tu le dis, comme on a tous accès au même LLM, et ben la différence, la compétitivité, elle va pas se jouer sur j'ai tel modèle, que ce soit Claude ou ChatGPT, mais ça va être sur qui va le mieux nourrir son LLM avec le bon contexte, puisque c'est le mot business, on va dire, Mhm. sur ce qu'on va lui donner. Parce que le contexte, tu te dirais, bah, OK, il faut que je lui donne plein d'informations. Bah, très bien, je vais juste déverser tout ce qu'il y a dans mon ordinateur depuis que les ordinateurs existent de mon entreprise. Et comme ça sera un résultat parfait. Mais en fait, non, ça marche pas comme ça. Parce que les LLM, tu peux en donner pas assez. Ça, on voit très bien ce que ça donne, mais tu peux aussi lui en donner trop. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Hirondo. Quand on est une startup ou une scale-up ou même une PME un peu plus tradie, il y a des jalons qu'il ne faut pas rater. Structurer la fonction marketing, recruter les bons profils, ouvrir un nouveau marché ou même un nouveau canal d'acquisition. Autant de sujets où l'expertise et l'expérience de marketeurs seniors a un impact considérable pour éviter de faire des erreurs. Oui, mais voilà, on n'a pas toujours la ressource adéquate dans son équipe ou même les moyens de la recruter. C'est à ce besoin que répond Hirondo. Hirondo, c'est un collectif de marketeurs seniors
qui est présent à Nantes ou à Paris, qui est capable d'intervenir en stratégie comme en exécution à 3 niveaux. La stratégie, comme je le disais, sous forme d'audit, de conseil, de mentoring, etc. La direction marketing externalisée, pour avoir un renfort senior sur une période de transition, comme un congé maternité. L'exécution, pour une activation opérationnelle spécialisée sur un sujet. Il y a plusieurs de ces experts que tu as certainement déjà entendus sur le podcast et ils sont intervenus auprès de boîtes comme Comet, Payplug, Welcome to the Jungle. Donc si tu as un de ces besoins, je t'invite à aller voir ce qu'ils font sur irondo.co. Et maintenant, retour à l'épisode. Et c'est ça qui rend le truc un petit peu complexe. Il faut trouver un juste milieu, ni trop beau, ni trop peu. En fait, techniquement, ça s'appelle la fenêtre de contexte. Ok. Donc, en fait, les LLM, ils ont une capacité limitée à gérer le contexte. Capacité qui est d'ailleurs régulièrement repoussée par les nouveaux modèles, etc., mais qui reste une vraie limite que tu vis très bien. En fait, tu l'expérimentes quand tu as une très longue conversation avec en mode de chat, par exemple. Au bout d'un moment, il commence à dire des âneries, à être moins précis, à oublier un truc que tu lui as demandé. Et en fait, c'est parce que toute la conversation fait partie du contexte et à chaque fois que c'est à son tour de répondre, il recharge tout le truc depuis le début. Et donc, à un moment donné, il atteint ses limites et il devient beaucoup moins performant. Et là, la bonne pratique, c'est de faire un résumé et de reprendre une autre conversation, mais ça te permet de vivre en vrai ce que c'est que de lui donner trop. C'est mauvais. Voilà. Et donc, le fait de bien trouver le juste milieu, de lui servir la bonne info au bon moment, bah, c'est un nom, c'est le context engineering. Ok. Voilà. Donc, bon, bah, ça c'est un premier volet, j'ai envie de dire, mais il y a un deuxième problème qui est que bah, la plupart des conseils qui commencent quand même à être très répandus à propos de ce context engineering, c'est de te dire, alors voilà, par exemple, si tu es dans Claude, tu citais Claude qui est très utilisé dans nos métiers, si tu es dans Claude, il faut lui mettre tes dossiers au bon endroit, lui donner ton Les points contexte, MD. vas-y, Ouais. voilà, mets ton point MD ou ton PDF, appelle tes fichiers comme ci, comme ça, ce qui est très bien, ce qui marche très bien, mais qui correspond presque à un utilisateur individuel, en fait, à un contributeur individuel qui est tout seul avec ses petits dossiers et tout va bien. Mais en fait, dès que tu passes à l'idée de, bah, en fait, on est une entreprise ou une organisation, on est un service, on est une équipe, et ben peut-être tu as plusieurs LLM différents. Peut-être que tu as bah, plusieurs personnes dans l'équipe. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire pour mettre aussi leurs différents contextes? Peut-être que tu as des documents qui vivent, qui changent tous les jours. Bon, bah, évidemment, tu as les CRM, mais tu as aussi les stats, le calendrier éditorial, peut-être des fichiers de veille, enfin voilà, plein de trucs comme ça qui changent tous les jours. Donc, à un moment donné, tu as un problème de maintenance ou d'homogénéité ou de synchronisation, on va dire, au moins, dans le sens où dans le dans le meilleur des cas, tu vas avoir une personne qui serait chargée de faire attention que tout soit bien homogène, synchronisé, mis à jour, etc. Mais c'est quand même au secours, quoi. Ouais. Et dans le pire des cas, tu as une désynchronisation où chacun travaille dans son coin sur des documents qui sont plus tout à fait les mêmes ou qui ont dérivé, quoi. Ouais. Et ça, c'est un problème. Ouais, sachant qu'en plus, c'est ce que tu disais, enfin, potentiellement, tu peux avoir aussi plusieurs IA, et puis on le voit, mine de rien, l'année dernière, enfin, moi, j'étais à bloc avec mes GPT, et puis en début d'année, j'ai tout passé chez Claude, et puis peut-être que dans 3 mois, eh ben, il y aura Robert qui sera encore meilleur, et j'aurais envie de tout bouger aussi, et à chaque fois, ça demande des problèmes, enfin, t'as ces problématiques de migration, et donc de base de données. Toi, tu as fait, du coup, dans ce contexte de contexte, toi, tu as fait quel choix tu as fait d'outils, du coup, pour structurer ta base, et pourquoi? Eh ben, alors déjà, en fait, moi, je suis partie, peut-être parce que ben, je l'ai connu dans ma carrière, je suis partie des principes du knowledge management qui n'est pas nouveau, qui existe depuis les années 80. Et dans ces principes de gestion des fichiers, il y a un truc qui est important qui est l'idée de, pardon pour l'anglicisme encore, de single source of truth, c'est-à-dire Ouais. dans l'anglais avec mon super accent, mais Personne ne te jugera ici, hein. de source Faut pas moi, unique en tout cas.
En tout cas, en français, ça ferait source unique de vérité. Je suppose qu'il doit y avoir une Ouais. autre traduction plus exacte par les gens qui s'y connaissent, mais en gros, c'est l'idée d'avoir une information, elle doit être à un seul endroit et éventuellement tu vas lier vers elle ou renvoyer vers elle, mais elle doit jamais être désynchronisée. Tu dois jamais faire des copies désynchronisées du truc. Donc, Mmh. c'est pour ça, moi, c'est ça qui m'avait fait frémir au début quand je commençais à mettre des choses dans Claude. Donc, et ce sujet, alors il faut savoir que c'est un sujet, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je suis tombée dessus par des discussions. Ça paraît presque vieux maintenant, mais ça a commencé surtout l'année dernière, quoi. À partir de l'été de l'année dernière. Donc, c'était d'abord en gros, les ingés spécialistes IA qui ont commencé à avoir cette discussion, mais comment on range tout ça. Et ensuite, en fin d'année, c'était plus les investisseurs. Il y a eu notamment un ou deux papiers qui a vraiment fait du bruit, d'investisseurs de VC qui ont dit, mais attends, en fait, il y a un énorme marché d'organisation de cette donnée parce que ben voilà, ça va être un problème de compétitivité. Donc moi, j'avais commencé à regarder en me disant, mais pour mon organisation, j'utilise sur plusieurs IA, j'adore changer comme toi, Axel. Voilà, je suis intéressée de ce qui se passe. Je vais expérimenter pour moi-même et puis après pour mes clients quand ça va être intéressant pour eux. Donc comment je mets tout ça? Et alors, moi, j'ai commencé à choisir un outil. Je ne vais pas le dire tout de suite, je ne vais pas le spoiler, parce qu'il y a une autre grosse tendance qui est venue se mettre dessus. C'était en février de cette année. Il y a eu Karpati, dont on entend parfois un peu parler, mais qui est, disons, plutôt une figure de l'IA assez connue, qui a partagé, je crois que c'était en février, il faudrait que je vérifie, qui a partagé qu'il s'était créé un système de contexte externalisé en dehors de ces IA. Et il a expliqué ce qu'il utilisait comme logiciel. Il utilisait Obsidian. Mmh. Et Obsidian, il y en a qui connaissaient déjà parce que c'est pas du tout un outil nouveau, c'est un outil que pas mal de gens utilisaient pour organiser leurs notes, pour écrire un grand article ou un bouquin. Et c'est assez rigolo parce que du coup, alors énorme ruée sur Obsidian, alors que comme je dis, c'est pas un outil nouveau, Mmh. mais ça a ouvert le dialogue en fait. Tout le monde s'est dit ah mais attends comment je pourrais faire ça à mon niveau individuel, finalement c'est possible. Alors c'était, si vous voulez faire des recherches là-dessus, les gens ont appelé ça bien avant qu'on en parle pour l'IA, tout ce qui était deuxième cerveau, second Ouais. brain. Voilà, ça existait déjà largement et c'était les mêmes principes. Donc tout le monde s'est jeté là-dessus, mais sauf que c'est pas fait pour tout le monde parce que c'est pas multi-utilisateur. Donc ce que je disais tout à l'heure, ça va pas. Oui, C'est pour une équipe, limité ça dans marche la pas, ouais. quantité. Mmh. Voilà. Donc, mais voilà, l'idée était là. On se disait ah mais attends, moi à mon niveau individuel, j'ai pas besoin d'être un ingénieur très complexe. Il faut juste que je réfléchisse à comment je classe mes données pour organiser mon contexte. Et donc c'est comme ça que je suis partie. Donc moi j'ai cherché. Mes critères c'était un truc qui se connecte à toutes mes IA, pas juste à certaines, y compris si je change d'IA, du coup, un truc un peu générique. Avec donc des connecteurs plutôt à l'aise avec le Markdown, le type de fichier dont on parlait tout à l'heure et qui est plus facilement ingéré par les IA. Donc ça, c'est vraiment mon gros premier sujet, la connectivité, on va dire. Mmh. Deuxièmement, facile à utiliser, pas usine à gaz. Idéalement déjà dans mon quotidien qui me servent en direct à moi en tant qu'utilisatrice, autant que aux IA. Pas un doublon de ce que je fais. Troisièmement, qu'on peut être plusieurs à utiliser en même temps et qui est immédiatement synchronisé à l'utilisation, pas avec des versions qui sont derrière en back-office. Avec des références internes, parce que moi, si je veux une single source of truth, comme je disais tout à l'heure, et que j'ai besoin d'une information dans plusieurs moments de situations différentes, je veux qu'elle soit pas dupliquée dans mon propre système, mais toujours avec une seule référence, donc avec des références internes. Mmh. Avec des versions, si je veux revenir à la version d'il y a 2 mois, parce que finalement, la version d'aujourd'hui fonctionne pas sur un petit bout, pas sur l'ensemble, mais sur un petit bout. Et facile et accessible pour mes clients, parce que moi, tout ce que je fais et je teste, c'est en essayant d'utiliser les mêmes outils que mes clients. Comme ça, à un moment, si je trouve un truc qui fonctionne bien déjà pour moi, je peux ensuite Oui, le plus proposer facilement à à mes dupliquer, clients. ouais. Mmh. Voilà. Donc, par exemple, parfois c'est overkill. Par exemple, moi, mon CRM, c'est HubSpot. Mais parce que comme ça, je bricole, j'apprends des trucs dessus, je peux faire voilà, Ouais. j'utilise les dernières nouveautés et après, je peux en parler avec mes clients. Du coup, fin du suspense, j'ai choisi Notion, ce bon vieux Notion. Ce que j'allais dire. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Non, mais les critères sont importants, mine de rien, dans la Voilà. sélection du choix. Après, effectivement, l'outil, bon, moi, je le savais, donc, effectivement, on casse pas trois pattes à un canard en parlant de notion, mais du coup, c'est la logique derrière qui fait que c'est important, quoi. Voilà.
Et bah oui, parce que finalement, c'était un des seuls qui cochait toutes ces cases pour moi, tu vois. Mmh. Et j'ai pris la version payante quand même pour avoir ça, parce que la partie versionning, etc., correspondait plus à ce dont j'avais besoin. Mmh. Et cerise sur le gâteau, qui ne gâche rien, maintenant, il y a l'IA interne de Notion qui marie très bien à mes objectifs. Mais c'était pas indispensable pour mon choix, mais ça rajoute des facilités dans mon système, en fait. Ouais, et du coup, ouais, et c'est effectivement, tu as l'IA Notion, et puis ce que tu disais, c'était aussi ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, du coup, tout va aller piocher dedans. Ouais. Enfin, on va rentrer un petit peu dans le détail, peut-être dans tes cas d'usage un peu après, mais euh, du coup, cette base, tu l'as structurée, c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste, tu l'as dit, parce que c'est pas juste un Notion. Enfin, moi, mon Notion, c'est le bordel, quoi. Il y en a dans tous les sens. J'ai 50 000 pages, j'ai des trucs qui sont dupliqués à droite à gauche, c'est organisé n'importe comment. Quand j'ai vu le tien, ça m'a fait des paillettes dans les yeux. Mais du coup, tu l'as structuré, toi, avec plusieurs types de fichiers. Enfin, pour que ce soit efficace et que ça fonctionne, et puis que les IA puissent aller trouver les bons trucs aux bons endroits avec différents types de documents. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, du coup, c'est quoi, comment elle est organisée, du coup, cette base de connaissances? Ouais, tout à fait. Alors, je repartais de zéro parce que moi, Notion, je l'ai utilisé au tout début quand c'était pas hype. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire beaucoup trop de pages, beaucoup trop jolies. J'ai passé un temps fou à décorer. J'y suis revenue ensuite plus minimaliste. Enfin bon, j'ai toute une histoire avec Notion. J'adore Notion. Mais ces dernières années, moi, j'étais passée à autre chose. J'étais passée à son concurrent Coda, qui est beaucoup moins connu, mais dans lequel on peut faire plein de codes, comme le nom l'indique. Et donc, je m'amusais beaucoup. Mais c'est pas du tout répandu chez mes clients. Et du coup, pour moi, c'était pas le candidat du tout idéal. Donc, je Mhm. suis revenue à Notion. Et donc, j'ai pu mettre d'emblée la structure qui me semblait la plus efficace pour travailler avec les IA. Donc, ça aide de repartir d'une page blanche. Ouais. Je ne sais pas si ce serait la même chose si je partais d'un existant assez complet. Donc, revenant de zéro, eh ben, j'ai organisé une partie qui est plus pour moi, pour mon utilisation, qui est le fait de le répartir en grandes zones de sens pour moi, mes projets clients, mon content, mon marketing, ma prospection, mon admin, ma stratégie. Et là, je te parle de ce que je fais pour moi. Donc, c'est pour ça, Mhm. je ne vais pas forcément vous parler de la content factory que je vais faire après pour des clients, mais vraiment pour moi, comment j'organise ça. Après, on voit que c'est des principes que je vais utiliser Mhm. peut-être avec des clients, mais on reste là-dessus pour le moment. Et donc, ça, c'est juste une façon de ranger mes grands domaines, même s'il va y avoir plein de liens entre ces grands domaines. Mais là, ça, l'IA s'en fout, quoi. Je veux dire, on n'a rien à fiche. Par contre, à l'intérieur de ces grands domaines, j'ai fait 4 types de pages et je suis autant utilisatrice que l'IA. C'est-à-dire que moi, je vis dans ces pages au quotidien et l'IA aussi. Et ces 4 types de pages, elles ont toutes dans leur nomenclature et d'un petit indicateur quelque chose qui permet de savoir quand tu l'ouvres la nature de cette page, à quelle de ces 4 catégories elle appartient. Moi, je le sais, l'IA le sait. Et ces 4 pages, c'est donc des pages juste pour moi, elle en a rien à fiche. En général, c'est des petits tableaux de bord qui reprennent des infos qui sont ailleurs, voilà, des trucs qui m'aident à m'organiser ou à voir les choses d'un seul coup d'œil, mais ça, l'IA en a rien à fiche. Ensuite, des pages de référence. Donc, par exemple, mes brand guidelines, mes ICP, mon positionnement, mon ton de voix, tout ce que tu peux imaginer qui sont des trucs qui sont des références dans lesquelles tu vas repointer en disant je respecte mon brand guideline ou respecte mes ICP, etc. Donc, ça, c'est mes pages de référence. Format page Notion où je raconte ma vie, comme sur ce Mhm. type de document. Des pages de table. Donc ça, c'est des choses qui vivent. Je disais tout à l'heure qui vont être un problème quand tu dois toujours remettre à jour des choses dans Claude. Mon calendrier éditorial, que je change toutes les 2 heures et demie. Mes stats, mon positionnement, pardon, je veux dire mes stats, mes pages de veille, mon positionnement, heureusement, il ne change pas trop. Mes pages de prospects, mes réunions, voilà, tous des trucs qui vivent, en fait, qui ont une vie, qui ont un système où ça se remplit tout seul presque, tu vois, mes stats sur mes contenus, etc. Je ne vais pas m'amuser à les re-rentrer Mhm. à chaque fois. Donc ça, c'est des tables qui vivent et qui vont être interrogées en tant que choses vivantes par mes IA.
Et puis, le truc le plus marrant, en fait, finalement, des pages d'instruction. Et de nature, je pourrais les appeler prompts, mais prompt, ça donne peut-être l'image que c'est juste une phrase ou un petit paragraphe. Moi, ce sont des instructions, c'est des processus entiers qui sont assez parfois très longs. C'est fait pour être lu par n'importe quelle IA. Mais du coup, c'est des structures qui sont assez rigoureuses, toujours les mêmes, avec des références, des descriptions des étapes, des conclusions, etc. C'est là que ça devient un petit peu chaud sur le principe parce que je vous ai dit tout à l'heure que pour bien s'adresser à une IA, il faut une prompt, c'est le prompt engineering, il faut un contexte, on fait un context engineering, et il faut aussi des connecteurs, des règles, etc. Ça s'appelle le harness, en fait, c'est le harness engineering. Et en fait, là, je te dis, ah ben, en fait, je mets mes prompts dans mon contexte, ce qui complique un peu l'histoire, mais en vrai, les termes se mélangent parfois, et parfois les gens disent, ben, on met aussi les prompts dans le contexte. Bon, c'est ce que je fais. On n'est pas là pour faire du conceptuel, on est là pour que ça marche. Donc pour moi, ça fait partie. Le but du jeu pour moi, c'est que les LLM ne soient pas là où je stocke tous mes savoirs. Or, de plus en plus, mes prompts, c'est ma secret sauce, c'est mon savoir, c'est des trucs qui sont importants pour moi et c'est des trucs que je veux que plusieurs IA utilisent. Donc ça m'intéresse pas que mes prompts, mes instructions soient logées seulement dans une IA et qu'elles restent là. C'est presque l'une de mes matières premières les plus précieuses, en fait. Donc, je veux que ce soit en dehors. Donc, par exemple, je donne un cas très concret, pardon, très concret, sur Claude. Plutôt que le mettre dans des projets, des instructions, tu vois, dans le projet, tu as des instructions, ou dans Cowork, dans une routine, ou dans n'importe où dans Claude, des skills. J'utilise ces outils, mais en fait, ce sont des enveloppes vides, c'est-à-dire qu'en pratique, admettons, je crée une skill chez Claude, je commence normalement, je lui donne un trigger, je lui dis quand je te dis, mets à jour ma prospection, il faudra que tu déclenches. Et là, au lieu de lui dire, dans la skill, il faudra que tu fasses ça, 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 je lui dis, va regarder l'instruction qui se trouve sur telle page Notion, et c'est là qu'il va aller chercher tout ce qu'il doit faire. Donc lui, ça lui rajoute quelque part une étape qu'il doit aller chercher en dehors de lui, mais après, tout est là. Et je n'ai pas besoin de mettre à jour dans Claude. Si je fais une mise à jour de mon instruction qui va être utilisée par plusieurs IA, je la fais dans Notion, et elle sera répercutée par toutes les IA qui utilisent cette même instruction, parce qu'en vrai, il y a certaines de mes instructions que j'utilise de façon interchangeable avec plusieurs IA différentes. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça te rend agnostique au final en termes d'IA, c'est que potentiellement, tu lances la commande en lui disant déroule l'instruction qui se situe à tel endroit, quoi. Enfin, Ouais, qui s'appelle exactement. comme ça, quoi. Et en plus, c'est vachement plus facile pour moi parce que comme ça fait partie de mon notion, moi, des fois, tu sais, t'es pris d'une brillance, tu dis ah putain, ça serait vachement mieux si je rajoutais telle étape. Je vais pas aller dans Claude chercher la skill, machin, la changer, machin, qui est quand même un processus un peu lourdingue. Je vais dans ma page Notion qui correspond, je rajoute le paragraphe du truc auquel je viens de penser, et paf, ça va être fait la prochaine fois par toutes mes IA sur le même sujet, quoi. Ouais. Et du coup, alors concrètement, comment ça se passe, tu vois, enfin, dans quel type de cas d'usage ça sert? Là, tu as donné un exemple, donc effectivement, tu as la mise à jour de ton CRM où tu vas pouvoir potentiellement passer, il va chercher. Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, toi, tu es en Claude, tu as passé ta commande, il va chercher les instructions dans Notion. Là, du coup, il y a il commence à te dérouler les trucs. Toi, dans tes instructions, en plus, et peut-être que tu nous montreras pour que ce soit un peu concret, tu vois, si ça te gêne pas, mais parce que comme ça, il y a des endroits où tu lui dis tu déroules ça, tu déroules ça, tu déroules ça. Quand on arrive là, demande-moi tel truc. Donc toi, tu es dans ta conversation avec Claude et tu vas continuer à lui dire. Et puis là, bah, il va aller dans HubSpot, il va mettre à jour le truc. Et puis à la fin, il te fait son petit rapport de ce qu'il a fait, quoi. Pardon, je suis parti dans tous les sens sur ce cas d'usage précis parce que voilà. Et du coup, ouais, dans quel type de cas tu utilises ces interactions-là? Alors, c'est vrai qu'il y a du coup des cas qui sont par nature un peu différents. Il y a des cas qui sont des instructions assez rapides, enfin rapides, non, c'est souvent un peu long, mais où j'interviens Oui, c'est peu. pas rapide. Moi, j'ai vu un peu les pages. C'est pas, effectivement, on n'est pas sur les 2 lignes que tu peux taper rapidement, quoi. Non, c'est vrai, mais en fait, disons qu'il y a des instructions où moi, je vais être très impliquée et d'autres où ils se débrouillent. Et donc, les instructions un peu de nettoyage, de routine, mets à jour mon CRM, va dans HubSpot, déduplique des trucs, crée des deals là où il faut, mets à jour mes KPI en fonction.
bah là, il se débrouille, quoi. Ouais. Je regarde toujours parce qu'il y a toujours un truc à améliorer ou un truc où je suis pas tout à fait d'accord avec son interprétation des choses, mais voilà, mais il y a pas besoin que je sois hyper impliquée. Il y a aussi le côté, alors beaucoup de gens appellent ça chief of staff. Je sais pas si vous êtes tombé sur ce type de routine. Moi, j'aime bien. Il va regarder le matin ou la veille, il va regarder dans mon calendrier mes réunions, ma to-do, mon avancement dans mes KPI, dans mes projets, mes urgences de prospection. Il croise tout ça, il mélange ça avec une page où il connaît mes habitudes à moi et comment j'aime travailler. Et il va me proposer l'organisation de ma journée qu'il va mettre dans mon Notion Calendar avec des blocs de temps. Et puis là, vraiment, là, tu as un petit conflit, tu peux pas tout faire ça ce même jour, il va falloir qu'on décale ma fille. Voilà, il y a cette petite discussion que j'aime bien. Je lui ai même demandé de faire un petit pep talk au début. Vas-y, on va tout casser aujourd'hui. Non, voilà. Donc ça, c'est des instructions où c'est complexe dans le sens où lui, il va chercher plein d'informations partout et il a plein de connecteurs avec beaucoup de mes outils et c'est la partie harness dont je parlais tout à l'heure. Mais moi, j'interviens peu finalement. Voilà, il prépare des choses. Donc, il me fait tout ça, le résultat. Donc, par exemple, une routine de CRM, le résultat va être dans le nettoyage HubSpot et dans la mise à jour de mes tableaux de KPI qui sont donc dans Notion. Ici, le côté Chief of Stat, le résultat est dans ma page d'accueil de Notion où il me dit voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a aussi des cas d'usage, genre préparation de mes rendez-vous avec mes prospects. Donc là, on s'est fait un template assez complexe de ce que je veux savoir sur un prospect, avec les informations classiques, mais aussi avec un pré-diagnostic de ce que moi je vois sur ces problématiques de contenu. Donc, que ce soit Claude ou Notion IA, c'est l'un ou l'autre, m'en fous, ils font tous les deux très bien le job, va me trouver un peu, va me dérouler un diagnostic à ma façon sur son contenu, en tout cas une première version. Et puis, comme on a aussi à des endroits mes guidelines sur comment j'aime bien organiser mes réunions de découverte, si on a une réunion de découverte, je sais que j'ai déjà le guide à peu près de ce dont on va parler, que j'ai plus qu'à suivre, qui est adapté au cas précis de ce client. Donc là, il va me préparer des choses que je vais utiliser moi, que je vais peut-être réécrire. J'aime bien ça parce que du coup, le résultat final, c'est des docs dans lesquels moi je vis, j'aurais réécrit dedans, quoi. Tu vois, je suis pas dans un doc qui est à part, c'est un truc qui est dans mon Notion et que j'utilise directement. Et si j'ai envie de tout changer, je change tout. Voilà. Donc ça, et la création des propals aussi. Donc là, il va me créer un autre doc. Il va utiliser justement l'enregistrement de mon rendez-vous, tout ce qu'il sait sur ce prospect sur lequel on a déjà bossé avec, et puis il va me faire un truc dans Canva, par exemple. Donc, ça passe souvent, le résultat final est dans Notion, mais pas toujours. Parfois, le résultat final est dans Canva. Donc, tout ça, c'est des tâches très variées, mais qui ne demandent pas forcément beaucoup d'aller-retour. Et par contre, il y a des instructions, et donc on est plus proche du contenu ici, où là, on travaille vraiment, il y a un travail d'équipe, quoi. On travaille ensemble, et il y a beaucoup d'allers-retours, mais je veux quand même qu'il ait une notion du guide général. Donc, je t'avais montré en fait un exemple sur ma façon à moi d'écrire mes posts LinkedIn, qui est très particulière dans le sens où là, on n'est pas dans la Content Factory. Moi, je fais beaucoup de veille, je lis beaucoup de choses en contenu. Normal, c'est normal, ça fait partie de mon boulot. Et donc, j'ai plein de sources et de data de partout. Et de temps en temps, il faut que je m'asseye, que je réfléchisse, que je reprenne connaissance de toutes ces études, de tous ces posts, de tous ces épisodes de podcast, et que je réfléchisse. Et en général, du coup, c'est le prétexte à un post LinkedIn. Donc, j'écris pas un post LinkedIn pour remplir une case forcément dans une stratégie de contenu, mais c'est pour moi perso, hein, pas pour mes clients, mais pour moi perso, c'est mon moment un peu R&D. Donc, j'ai une instruction très longue et complète que je vais faire. Pareil, ça dépend, pas toujours avec le même LLM, ça dépend des jours, que je vais faire sous forme d'une conversation, une séance en fait. Et donc, dans cette séance, on part d'un point de départ qui est une fiche Notion qui est dans mon Content Calendar, et une fiche Notion dans laquelle il y a des propriétés, genre angle,
le canal, la taille, la date évidemment, Mmh. la cible, enfin tous les trucs classiques. Et puis il y a un grand champ d'écriture en fait. Et le travail de l'IA que je recrute ce jour-là, c'est de m'accompagner dans les différentes étapes pour vérifier que je n'ai pas laissé passer des morceaux, de mettre à jour en disant là on en est là, là on en est là, là on en est là, de me challenger, mais pas d'écrire. Parce que du coup, moi, dans cet exercice-là, c'est moi qui écris parce que c'est ma façon de réfléchir, quoi. Mmh. Donc, il va me dire, pour vous donner un petit exemple, on va commencer par le moment où je l'enregistre, une idée. Donc, c'est souvent, c'est pas le même moment, ça va être en vocal souvent. Oh, j'ai une idée sur tel truc, il va essayer de déduire, hop, il crée la fiche, hop, elle est dans le parking et elle sera utilisée la prochaine fois que je travaille là-dessus. Et puis, quand je programme une séance, on part de cette fiche, donc une fiche Notion, et on va commencer par m'interroger sur l'angle, le sujet. Est-ce que je suis bien sûre que ça apporte quelque chose à mon audience? On va commencer à caractériser ça, il me challenge. Tu as un truc à apporter de vraiment unique, tout ça. Bon, on commence à petit ping-pong. Une fois que je suis d'accord là-dessus, lui, il note dans la barre d'avancement. Bon, bah ça, c'est fait. Le truc d'après, c'est les sources. Donc, comme je disais, dans mon cas particulier, je vais avoir beaucoup trop de sources pour un sujet. Donc, je vais regarder celles que je veux utiliser, mais je ne vais pas tout infliger à mon audience. Je ne vais pas leur balancer une bibliographie Complète, monstrueuse. ouais. Mmh. Donc, je me dis qu'est-ce qui va intéresser plus l'audience. Moi, je fais des checks. Je lui demande de vérifier la fiabilité. Est-ce que la source est bien? Est-ce que l'auteur a changé d'avis depuis? Est-ce qu'il y a eu des controverses? Est-ce qu'il y a eu, j'en sais rien, tu vois, des avis contradictoires Mmh. que je devrais aller regarder? On complète. Donc, tout un travail sur les sources. Une fois que c'est fait, dit OK, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a après dans l'ordre? Je pense qu'on arrive doucement au moment où j'écris. Non, si, Ouais. on réfléchit sur le plan. Je réfléchis sur le plan et que comme à ce moment-là, j'ai mes idées, mes sources, on réfléchit sur le plan. Moi, je veux surtout pas, une de mes instructions, c'est surtout pas les plans classiques LinkedIn. Moi, j'essaie de lui demander Mmh. de réfléchir sur le storytelling ou l'approche journalistique éventuellement. Bon, en gros, là, c'est le moment où en général, je le désespère parce que je ne suis jamais son plan. Mais c'est pas grave, au moins on a Oui, réfléchi. mais c'est ça qui est intéressant, c'est que toi, ça te fait réfléchir, en fait, et Voilà, ça te permet de exactement. partir d'une base. Après, tu la suis pas, mais ça amorce la réflexion, en fait. Des fois, ça débloque la page blanche, quoi. C'est ça, c'est Mmh. exactement ça. Après, il me dit: «Bon, bah, vas-y, t'écris». Donc j'écris, le 1er jet, il me le challenge, il y a des trucs qu'il comprend pas, ça c'est lourd, ça on s'en fout, voilà. On se parle très bien, là, comme ça, je parle doucement, mais on se parle avec beaucoup de politesse, des fois il me vouvoie. Ouais. Ouais, faut être poli, hein. Si un jour ils prennent le contrôle, Ouais, voilà, faut mieux être poli avec son IA, comme ça, ils ont un bon a priori. exactement. Donc voilà, il y a cette étape d'écriture, il va me challenger, il vérifie que c'est aussi avec mon ton, que ça apporte toujours quelque chose à quelqu'un, et cetera. Après on travaille sur l'intro, la conclusion. Pareil, je suis pas très Mmh. hook et je suis pas très CTA, ce qui est pas le cas forcément avec mes clients, mais pour moi, voilà, je prends cette Ouais. liberté. Je vais faire des tests. Parfois, je lui dis: «Alors là, écoute, on va faire un test bizarre». Donc par exemple, tous mes derniers posts, j'ai fait des dessins, comme tu Ouais. disais. Je voulais voir ce que ça donnerait. Bon voilà, on va tirer des conclusions. Ou alors, il y a un mois, pour tester ce que ça faisait dans le nouvel algorithme, j'ai fait une série de 6 posts à la suite qui Ouais. touchaient, la limite du nombre de caractères, autorisés, dans un post LinkedIn, pour voir, tu vois? C'est vraiment mon espace d'expérimentation. Donc des fois ça le déroute, mais c'est pas grave. Ouais. Je dis: «Ah là, on va tester ça et on va voir, ce que ça donne et on va regarder les résultats». Donc on fait ça et puis après lui, il me fait, pareil, on travaille sur, s'il y a quelque chose qui accompagne, un graphisme, un dessin, autre chose. On a évidemment Claude Design derrière qui peut aider et puis, il me fait après une évaluation sur une sorte de scorecard où on se donne une notation. Il essaye de deviner à la limite plutôt à la lumière de mes posts précédents, ce que ça peut faire comme performance. On s'éduque là-dessus pour essayer de voir ce que ça pourrait donner. On est souvent à côté de la plaque, parfois on est dedans. Et puis, voilà, on s'éduque comme ça l'un l'autre et on sait que c'est aussi sur cette fiche-là. Donc cette fiche-là, c'est aussi ma fiche qu'on voit dans le calendrier, donc je sais où j'en suis de l'avancement quand je suis en Mmh. retard un peu sur la préparation de mes posts et cette fiche-là, c'est aussi là où il y a toutes mes stats. Donc c'est ça qui va être interrogé ensuite dans la base pour, voir, ce qui performe, ce qui performe pas, en fonction de tous ces sujets, quoi.
Ouais. Mais du coup, c'est vachement intéressant parce qu'on voit bien qu'au final, sur cette base de connaissances que tu as construite, tu as à la fois des routines très simples, enfin très simples, dans la mécanique Oui. qui se déroule toute seule, et puis là, tu as un process complexe avec des pauses, des endroits où toi, tu vas venir rajouter des choses, et puis tu nous montreras peut-être tes instructions, euh, et au final, dans ces différents types de fichiers que tu as construits, tu as différentes IA qui passent, et du coup, Oui, tu as un enjeu aussi d'entretien, de mise à jour. Enfin, on en parlait un petit peu au début, mais tu as parlé du versionning et tout. oui. C'est vrai qu'au fait, au final, avoir construit cet écosystème-là, puis là, tu parlais, tu fais des tests, tu apprends aussi avec tes IA, donc du coup, elles vont aller réécrire ces instructions. Enfin, tu vois, Mm. Oui, oui. Donc ça, c'est hyper important parce que comme je disais, moi, j'ai besoin que ce soit une base de connaissances et je considère que c'est mon capital, tout ça. Les hum, connaissances des choses permanentes, mais aussi les connaissances des prompts. C'est devenu mon capital en tant que consultante aussi, tu vois. hum, C'est tout ce que j'arrive à faire. Donc, euh, c'est euh, en plus, on sait maintenant que si on ne l'améliore pas, ça va se dégrader. C'est le rot, ouais, le truc va commencer à se dégrader. Donc, c'est vraiment hyper important que le système il s'améliore tout seul. Donc, c'est très fluide. Je me dis que je vais peut-être utiliser d'autres IA. Il y a aussi des SaaS qui font partie de ce que j'utilise, qui tout d'un coup vont remplacer une partie de mes instructions. Et ben très bien, je change la frontière. Enfin, tu vois, c'est hum, hyper fluide, ça doit être hyper souple. Donc, je veux garder tous ces apprentissages. Donc, ce que je fais, c'est des boucles de rétroaction, les feedback loops en anglais, ouais, partout. Donc, en particulier, à chaque fois qu'une IA, donc quelle qu'elle soit, passe sur une instruction, il y a un bloc permanent, comme je disais, mes instructions, elles ont des structures données. Et il y a un bloc permanent qui est un bloc synchronisé. Donc, si je fais évoluer ce bloc quelque part, il va évoluer partout. Qui est un bloc qui lui dit, à la fin de l'instruction, tu évalues les résultats sur lesquels tu es plus ou moins confiant. Tu me dis là où tu es content, pas content du résultat que tu as obtenu avec l'instruction. Tu émets des propositions pour rendre le prompt éventuellement plus rapide ou plus efficace ou plus complet. Parfois, c'est une proposition de simplification. hum, Parfois, ça va être une proposition de, s'il a appelé, par exemple, dans le CRM, des propriétés un peu compliquées, il va se dire, oh là là, j'ai eu du mal, là, j'ai passé 3 fois, bah, finalement, si j'appelais finalement cette propriété autrement, ça irait plus vite, tu vois. hum, Donc, je lui demande de faire des recos et il me les dit, moi, je ferais bien ça ou ça et ça. Et si je suis d'accord, il va corriger directement l'instruction dans la page Notion, puisqu'il donc avec le connecteur, il peut. Donc, quelle que soit l'IA, que ce soit l'IA de Notion, de Claude ou que sais-je, il peut aller directement corriger avec mon feu vert l'instruction pour qu'elle soit meilleure la prochaine fois pour la prochaine IA qui passe. Et si c'est un changement qui est significatif, elle me propose de compléter un journal IA. On a une table qui est un journal IA dans lequel on met tel jour, on a changé telle instruction pour telle raison ou tel process. C'était tel IA qui l'a fait. Les effets de bord, c'est ça. On a du coup changé ça, ça. Et aussi, on a même un espace qui dit, on a dû faire quand même un double salto arrière pour contourner ce problème qu'on n'avait pas le connecteur pour bidule. Le jour où on a le connecteur pour bidule et qu'il existe, il faudra simplifier ça. Du coup, ça reste là et je peux régulièrement dire, oh, chouette, tel connecteur vient de ouais, il est sortir, sorti, va dans le journal IA, change-moi tous les petits machins, tous les petits workarounds qu'on a fait. Le truc va pouvoir être simplifié. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est aussi hyper important de suivre les règles, moi y compris. Donc les nomenclatures, la structure de ces pages, le single source of truth, les blocs synchronisés pour que le truc reste propre. Et comme je me fais pas entièrement confiance et pas non plus entièrement confiance à l'IA, on a aussi du coup une routine mensuelle de vérification que tout est propre et carré, qu'il n'y a pas des pages qui sont abandonnées. Et ça, je le fais avec notamment depuis un petit poste de pilotage qui est un index que l'IA maintient autant que moi, qui est l'index de toutes les pages de référence, avec enfin toutes les pages tout court, avec ce qu'elles font exactement, de quelle nature elles sont entre mes 4 catégories, et de vérifier qu'il n'y a pas eu un problème à un endroit, voilà, que ça devient un peu sale, pour que tout reste bien clean, quoi.
Ouais, c'est vachement intéressant. Donc ça, c'est un bloc synchronisé qui se retrouve dans toutes tes pages instructions, qui lui dit à la fin, tu refais tout. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas valider potentiellement la façon dont ça va être mis à jour. Mais en plus, c'est noté dans cette table dans ton journal Oui, IA de on a modifié ci, on a modifié ça pour telle raison, à tel moment, par tel IA. oui, Et puis peut-être que dans le futur, on la modifiera comme ça, s'il y a ça. Et du coup, ouais. c'est versionné, quoi. Tu peux revenir en arrière, super intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que, bon, c'est pour la blague, mais les IA se parlent un peu comme des collègues parce qu'elles ont un peu leur force. Par exemple, quand tu veux, depuis Claude Desktop, faire des choses dans une table complexe Notion, pour des raisons Mhm. d'appel, il est moins fort que Notion de l'intérieur pour attaquer une table. Donc parfois, il dit, oula, ça serait plus simple que ce soit Notion qui le fasse. Ou à l'inverse, le connecteur HubSpot, il est dans Claude, il n'est pas dans Notion. Et là, elle dit, oups, là, il faut que ce soit Claude. Donc, C'est pas dans ma fiche de poste, quoi. ça peut être, voilà, parfois c'est assez marrant. J'ai des instructions où il y a carrément marqué, bah, ça va être fait par desktop, et après tu passes la main à Notion et ou vice versa, et ils le savent, et c'est assez marrant. Et Et parfois ça m'arrive de leur demander, et ça, qui va être le meilleur pour le faire, et ils répondent apparemment sans ego. ouais, ce qui est bien, c'est bien, c'est rassurant, ça évite des fois des conflits un peu pour rien. Très cool. Bah écoute, merci beaucoup Myriam. J'allais dire, ouais, si tu as un petit conseil de la fin pour quelqu'un qui voudrait structurer ce sujet ou se lancer sur ce truc de base de connaissances, quoi. Euh, alors, ça semblera peut-être pas, parce que j'ai dit que j'adorais tester des nouvelles choses, mais je pense qu'il faut surtout se méfier du FOMO et de sauter tout le temps sur le dernier truc, parce que là, tu peux juste pas suivre, quoi. Même les gens dont c'est le boulot à 100% n'y arrivent pas. Et du coup, et c'était vraiment ma motivation en faisant ça, c'est de revenir à des principes organisationnels éternels Ouais. de rangement. Quand je parlais de la single source of truth, c'est ça, c'est un truc qui date des années 80, mais qui est toujours vrai. De rester sur une logique un peu voilà, de prendre le recul et se disant, bon, ok, il y a une couche de modernité, de trucs actuels qui changent tous les 3 jours, et c'est important de rester connecté, de savoir ce qui se passe, mais derrière, comment je fais ma couche de raisonnement à moi, qui, elle, est beaucoup plus pérenne, qui sera probablement, même si elle est sur une autre surface, qui sera la même dans 6 mois, dans un an, qui sera facile à transposer, qui sera, voilà, il y a un côté résilient, je ne sais pas si c'est le bon mot, à Mm. prendre du recul, à se dire, bon, bah voilà, il peut se passer en surface beaucoup de choses, beaucoup de tempêtes. Qu'est-ce que je garde en couche du dessous qui n'aura jamais été fait pour rien, Ouais. tu vois, dont je tirerai toujours quelque chose, où il restera toujours un apprentissage, dont il restera toujours quelque chose que je pourrais réutiliser. Et ça guide beaucoup de mes choix. Très cool. Et ben écoute, encore une fois, merci beaucoup. C'était super intéressant de pouvoir partager en tout cas cette approche-là, quoi, qui est encore une fois la façon dont toi tu as exploité après tout ce sujet-là. Mais c'est toujours intéressant de voir comment les font les autres, surtout dans ce moment, comme tu l'as dit, où il y a pas mal de FOMO, quoi. Donc merci beaucoup. Avec plaisir, un grand plaisir de parler de mes petites obsessions.